Vous avez mon adresse, je veux dire l'adresse officielle, celle laquelle je vous ai envoyé bien Meet, mais je préfère aussi que vous me contactiez sur cette adresse. Donc, c'est benzaid@hotmail.com. C'est celle-là que je consulte le plus souvent. Et même plus no tard, problem. pardon? Voilà, donc ça, c'est mon adresse personnelle. Et je préfère que vous utilisiez celle-là pour vos communications. Là, en termes de TP pour cette année, donc le TP principalement, puisque en S4, vous allez commencer à voir le système d'exploitation en cours, même en TD. On va vous expliquer de manière générale, ça ne va pas spécifiquement pour un système bien précis, c'est quoi un système d'exploitation. Vous allez aussi, par exemple, pour cette année, apprendre ce que signifient les interruptions, les appels système, ainsi de suite. Et c'est les entrées-sorties. Et en termes de cas d'étude, on a pris Linux comme cas d'étude. Ça veut dire que là, vous, en cours, vous allez voir beaucoup plus des concepts, on va dire, théoriques, mais en termes de système d'exploitation sur lequel on va travailler, que ce soit pour cette année, même pour l'année prochaine, pour la suite du module système, ça sera Linux. Et donc, notre TP va porter sur, spécialement pour cette année, principalement sur les commandes de base de Linux. Donc, c'est une initiation en quelque sorte à Linux, les commandes que vous pouvez utiliser, et principalement que ce soit les commandes vraiment basiques, telles que ce qu'on va voir par exemple aujourd'hui, mais surtout les commandes après qui vous permettent de manipuler le système de fichiers de Linux et aussi de manipuler les processus, puisqu'en cours, vous allez avoir un cours sur les processus et surtout les processus sous Linux. Et en TP, on va voir les commandes qui vont vous permettre de manipuler ce TP pour cette année. Si moi, je vais vous poser une question, quels sont les systèmes déjà d'exploitation que vous connaissez? Windows. Windows, ouais. Linux. Linux. macOS. macOS. On l'appelle OS X. Android. Pardon? Le dernier, c'était? J'ai pas entendu. Android. Android, oui. Voilà, donc ça, c'est parmi les systèmes d'exploitation que vous connaissez. Là, bien sûr, Android, je suppose que tout le monde le connaît, surtout que vous utilisez tous des smartphones. Donc, ça, c'est un système d'exploitation pour les smartphones. À la base, le noyau de ce système, c'est un système qui est Linux. Voilà. Donc, nous, on a préféré, par exemple, pour dire qu'une question que l'étudiant il va se poser, pourquoi Linux et non pas un autre système pour les TP, c'est parce que c'est un système généralement qui est open source. C'est un système qui permet de l'étudiant peut-être de voir mieux et de manipuler les commandes de base pour l'interaction avec le système d'exploitation. Donc, c'est beaucoup plus un choix académique et non pas de dire que peut-être Linux il est meilleur que Windows ou autre. Bien sûr, il y a une différence entre les deux. C'est surtout ce que je viens de dire, que Linux il est open source. Ça veut dire qu'on peut avoir le code complet de ce système d'exploitation, qu'on peut le personnaliser, le manipuler comme on veut. Ce n'est pas le cas pour ça. C'est un avantage, surtout pour quelqu'un s'il cherche plus tard à avoir quelque chose
personnaliser et avoir sa propre version et distribution d'un système d'exploitation. Donc, voilà, en termes d'organisation des TP, là, bien sûr, ensemble, pendant des séances, on va faire les TP, les énoncés des différentes séries de TP. De temps en temps, pour chacune des séries, généralement, je donne aux étudiants un travail supplémentaire à réaliser, que vous réalisez chez vous. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, les devoirs. Il a besoin de les remettre à une date précise. Et là, pour la notation finale, généralement, ça porte sur l'évaluation de ces devoirs, hein, les devoirs que vous allez remettre, et un test de TP final qui sera fait à la fin du semestre. Donc, ça, c'est par rapport à comment vous serez noté pour votre TP. Maintenant, comment je vais répartir la notation entre TP, entre les devoirs et le test de TP? Là, tout dépendra. Des fois, ça peut être un 15 pour le test, 5 points pour les devoirs. Des fois, à la fin, j'évalue beaucoup plus après la correction des copies de TP et voir si je trouve que les étudiants, ils ont bien travaillé dans le test de TP. Moi, je préfère que ce soit une notation de 15-5 pour devoir et test de TP. Je voulais dire 15 pour test de TP, 5 pour devoir. Et si moi, je trouve que peut-être que l'étudiant ou que la majorité, peut-être ou une bonne partie des étudiants, ils n'ont pas bien travaillé dans le test de TP, là, j'essaie d'avoir une notation de 12-8. Donc, juste pour dire que l'étudiant, j'essaie de prendre en compte le travail continu qu'il a fait durant le semestre. معظمه يقدر يكون بروجي ولا تيست. Là, tout dépend, mais généralement, moi, surtout pour le S4, pour ce module, d'habitude, c'est juste un test de TP. Généralement, c'est un test de 1 heure, 1 heure et demie, où on donne à l'étudiant l'essence de manipuler ses répertoires, de donner des chemins d'accès, ainsi de suite. Ça veut dire que là, il aura un énoncé devant lui, il a sa machine, il a besoin d'exécuter ça sur sa machine et ensuite sur la feuille, il a besoin de reporter les différentes commandes qu'il a exécutées. Voilà, donc c'est de cette façon que d'habitude, j'évalue les étudiants pour ce module de S4. Ça ne nécessite pas vraiment un projet. Mais ça peut être le cas, on verra. Si je trouve que ça sera plus intéressant peut-être d'avoir un mini-projet pour les étudiants, pourquoi pas. D'autres questions? Est-ce que qui a déjà une expérience avec Linux parmi vous? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà utilisé Linux? D'accord. Le silence veut dire que personne. OK, il n'y a pas de problème puisque vous êtes là pour apprendre et c'est l'objectif. Et là, maintenant, si vous n'avez pas de questions, on va démarrer notre TP. Donc, la première série, c'est vraiment une série de Linux. Et je suppose que votre délégué vous a informé que vous aurez besoin d'une machine virtuelle. Soit vous installez Linux sur vos machines directement, ou sinon, et là, de préférence, c'est d'installer une machine virtuelle et sur laquelle vous installez Linux. Donc, juste pour vous dire, si vous n'avez pas déjà une expérience en termes d'installation,
Là, l'installation, elle est vraiment facile et vous pouvez même trouver les machines virtuelles disponibles directement que vous téléchargez et que vous installiez sur votre machine. Là, bien sûr, vous aurez besoin d'un hyperviseur. Ça veut dire que la machine virtuelle peut être installée, par exemple, dans mon cas, moi, j'utilise VirtualBox. Vous pouvez utiliser aussi VMware et sur lesquels vous pouvez installer votre machine virtuelle. Donc là, pour Linux, vous avez différentes distributions. Donc, même si je dis j'ai le système Linux, mais vous allez voir qu'il y a différentes distributions quand vous essayez de télécharger Linux sur le net. Donc, il y a la majorité maintenant utilise Ubuntu comme système Linux. Donc, vous pouvez installer Ubuntu, comme vous pouvez installer n'importe quelle autre distribution, telle que par exemple Fedora ou d'autres distributions. Là, par exemple, moi, dans mon cas, là, bien sûr, j'en ai plusieurs, mais celle que moi, je suis en train d'utiliser aujourd'hui, c'est la distribution Kali, qui est une des distributions de Linux. Kali, c'est beaucoup plus. Moi, là, c'est pas nécessaire que vous ayez cette distribution installée sur vos machines. Ubuntu, c'est suffisant pour vous, puisque la distribution de Kali, c'est une distribution qui est un peu spéciale. C'est destiné aux gens qui travaillent sur la sécurité. Donc là, sur cette distribution, vous allez trouver pas mal d'outils qui vous permettent de réaliser des tâches en termes de sécurité pour les systèmes réseau et ainsi de suite. Donc là, vous aurez besoin, je vous ai dit, de cette distribution que vous installiez. Au niveau de l'université, il y a un club, si je me rappelle bien du nom, c'est Open Mind. Donc, c'est un club où les étudiants du club ils ont une expérience et de l'expertise en termes de solutions open source et de Linux. Donc, vous pouvez vous approcher d'eux et vous pouvez demander que ce soit une distribution à installer ou aussi même de l'aide pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Donc, ils vont vous aider sur comment faire l'installation de Linux. Et j'espère que si ce n'est pas encore fait pour les étudiants, et là, je vais vérifier ça la semaine prochaine, que tout le monde a sa version de Linux installée sur sa machine. Puisque là, on est en train de faire un TP, ce qui veut dire que l'étudiant a besoin de faire de la pratique, non pas juste d'assister à un TP comme ça et d'écouter ce qu'on est en train de dire, mais sans que vous testiez vous-même. De même pour les commandes que moi je vais vous donner, on va vous donner quelques-unes de ces commandes, même pour une commande elle-même qu'on va voir, il y en a pas mal d'options et nous on va tester quelques-unes, mais c'est à vous par la suite de pratiquer, de lire le manuel de cette commande et ça va vous permettre d'avoir plus d'informations sur les commandes. Voilà, donc avant de commencer, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un volontaire pour enregistrer le TP? Puisque là, sur ma machine, j'ai un problème. Si je vais lancer l'enregistrement, ça va devenir trop long et peut-être qu'il y aura des coupures de communication. Très bien, merci madame. Très bien. Voilà, donc on va démarrer. Et là, vous pouvez, je pense, vous me confirmez, vous avez tous reçu la première série de TP. Qu'est-ce que je peux comprendre de votre silence? Au moins un qui peut confirmer que oui. Oui, madame, on l'a reçu. Oui, merci. OK. Donc, voilà. Bien sûr, ça, puisque là, vous allez travailler sur vos machines. Ça, généralement, c'est pour le TP si vous utilisez les salles de machines du département. Alors là, généralement, ça, c'est le login en termes de nom utilisateur et de mot de passe pour accéder aux machines Linux. Donc, on va commencer par le premier exercice. Et voilà.
on vous dit sur votre machine Linux, on vous demande d'ouvrir un terminal. Voilà, donc ça c'est le terminal. J'ai mon terminal, je vais ouvrir ici, il est là. Et la première commande qu'on vous demande d'exécuter, c'est la commande exit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Exécutez la commande et dites-moi quel est le résultat de la commande exit. Fermer le terminal. Voilà, donc si moi j'exécute exit, ça permet de fermer le terminal. Donc, le terminal qui est ouvert, il sera fermé. Maintenant, la deuxième, ensuite, on vous demande de réouvrir votre terminal une autre fois et on vous demande maintenant de taper la commande power off. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la commande power off? Éteindre la machine, l'ordinateur. Ouais, elle permet de éteindre la machine, donc power off. Moi, je ne vais pas l'exécuter juste pour ne pas perdre du temps à redémarrer ma machine virtuelle. Donc là, le power off, à la différence de exit, le exit, ça permet de fermer un terminal. Par contre, le power off, ça permet d'arrêter la machine, c'est-à-dire c'est d'éteindre votre machine. C'est comme si vous l'avez éteint à partir du bouton ou quand vous le faites à partir de Windows, quand vous demandez d'éteindre la machine. Donc ça, par commande, là, sous Linux, on utilise la commande power off. Bien sûr, on a d'autres commandes qui permettent de faire la même chose. Et maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de taper la commande man exit et man power off et de dire, c'est tout d'abord, dites-moi quel est le rôle de cette commande man. À votre avis, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Afficher le manuel. Oui, il y a votre camarade qui pose la question. Oui, Jelly, là, c'est au niveau du terminal. Hein. Regarde, si tu es sous Linux, tu as besoin d'ouvrir un terminal. Maintenant, même pour ceux qui n'arrivent pas, peut-être que vous n'avez pas la même distribution. Si vous avez, par exemple, attendez, je vais essayer peut-être de démarrer Ubuntu, une des versions de Ubuntu que j'ai. Juste pour vous montrer. C'est bon, Jelly, tu as pu le faire ou pas encore? Ah, très bien, OK. Donc, le temps que cette machine démarre, je vais continuer ici. Je vous ai dit, tout ce qu'on va exécuter, bien sûr, ça sera à partir de la ligne de code. Ça veut dire c'est à partir d'un terminal. Voilà. Alors, si moi je fais... Non, je pense que je serais obligée, désolée, mais je serais obligée d'arrêter celle-là. Parce que le fait que je partage mon écran, il y a un problème de lenteur sur la machine. OK. Alors, man exit, on a dit. Et là, ce que vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le manuel. Donc, Linux, et c'est une chose qui est très importante,
Et d'ailleurs, ça, c'est ce que vous devriez apprendre à utiliser. Ça veut dire que, bien sûr, avec la pratique, vous allez, certaines commandes, vous allez vous rappeler du rôle de ces commandes et vous pouvez même par la suite les utiliser sans aller chercher comment les utiliser dans le manuel. Mais là, des fois, bien sûr, on a une panoplie de commandes. Pour chacune de ces commandes, on a un nombre important aussi d'options. Ça veut dire qu'on ne peut pas apprendre par cœur toutes ces commandes. Et le plus important pour vous, c'est d'apprendre à lire le manuel et d'apprendre à chercher l'information dans le manuel. Donc ça, c'est ce que vous devriez apprendre. C'est-à-dire que si moi, j'ai besoin, par exemple, d'arrêter la machine, par exemple, je sais que c'est du exit et peut-être que je ne sais pas comment le exit fonctionne, ou peut-être que moi, je veux créer un répertoire et je sais que, par exemple, la commande, c'est la commande mkdir, mais je ne sais pas comment l'utiliser réellement. Là, dans ce cas, ce que je vais faire, je n'ai qu'à chercher dans le manuel comment cette commande elle est utilisée et quelles sont les options que je peux ajouter à la commande. Bon, je vais vous montrer ça et d'ailleurs ce que vous allez apprendre à travers les TP qu'on va faire ce semestre. Donc, le manuel, c'est le manuel dans lequel vous trouvez l'information. Juste une précision ici, remarquez là, par exemple pour le exit, on a affiché, c'est le exit, mais si vous voyez dans cette partie, là on a affiché le manuel de la fonction exit et non pas la commande exit. Donc ça, il faut faire attention puisque le exit en lui-même, c'est une commande qui est interne au shell. Et c'est pour ça que vous n'avez pas des fois trouvé le manuel directement. Donc, exceptionnellement, pour le cas de exit ici, si vous voulez avoir le manuel de la commande exit et pas de la fonction exit, on va revenir après au manuel et je vais vous expliquer le rôle de chacune de ces sections dans le manuel. Alors, regardez en bas ici, on vous dit, là vous êtes dans le manuel, si vous voulez quitter ce manuel, si vous voulez fermer ce manuel, on vous dit cliquez, utilisez Q. Ça veut dire cliquez maintenant sur Q et vous allez avoir ce manuel qui sera fermé et vous allez revenir à la ligne de commande avant l'exécution de la commande man. Donc, si moi je fais quitter, et là, je quitte le manuel. C'est clair jusqu'à présent? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, madame, c'est clair. Madame, Oui. Oui, madame. Qui voulait Normal poser une question? quand- S'il te plaît, sinon, Flamme, essaye de l'écrire. Essaye d'écrire au niveau du chat. Écris ta question dans le chat. Là, il y a des coupures. J'arrive pas à t'écouter. Ouais. Alors, non, c'est pas. Puisque là, le manuel, oui, c'est normal, des fois même. Ça ne veut pas dire que. Puisque là, quand je dis il n'y a pas le manuel, ici, c'est avec la commande man. Puisqu'on a la commande man, elle a un type de manuel, mais vous pouvez trouver d'autres manuels auxquels on peut accéder avec d'autres commandes. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant, par exemple, pour le exit, à comment accéder. Et même pour une commande de manière générale, oui, c'est normal. On peut ne pas voir le manuel si on ne l'a pas installé. Ça veut dire au moment, des fois, et vous allez plus tard, quand vous aurez de l'expérience avec l'utilisation de Linux, je vais expliquer ce que signifie. Ouais.
Alors, je continue d'abord et ensuite je vais répondre à la deuxième question. C'est-à-dire que là, quand nous, on installe une commande, on peut ne pas installer, ou un logiciel, on peut ne pas installer son manuel. Là, le manuel ici, ça signifie quoi? Et là, j'enchaîne avec la question, pour répondre à la question de Jalil sur est-ce que le manuel, c'est le code d'une commande? Non. Le manuel, c'est le help. Ça veut dire, on va vous expliquer comment utiliser cette commande. D'ailleurs, on va le faire ensemble et là, je vais vous expliquer les différentes sections du manuel. On va faire man tout d'abord. Alors, pour exit, par exemple, on a aussi, donc, le manuel, on peut accéder avec man. On peut accéder, des fois, le manuel, on peut le trouver avec la commande help. Par exemple, help exit, je vais le tester. Et là, vous voyez, on vous donne une description, une brève description de cette commande exit et on vous dit exit de shell. Puisque là, quand vous ouvrez un terminal, quand moi je vous dis ouvrez un terminal, ça veut dire quoi? Vous avez lancé un shell, le programme shell. Je ne sais pas dans le cours, est-ce que vous êtes arrivé au chapitre de Linux où on vous explique la relation entre le système d'exploitation et l'interaction avec l'utilisateur et le shell. Est-ce que… non, pas encore. Non, pas encore, d'accord. Je vais vous expliquer ça. Attendez, je vais essayer d'ouvrir ici… Voilà, juste pour schématiser. Donc, là, généralement, ce qu'on a, nous, on a ce qu'on appelle le hardware. Ça veut dire c'est la machine elle-même, c'est les différents composants physiques de votre machine. Maintenant, c'est ce hardware généralement, et d'ailleurs, c'est l'objectif pour lequel on a créé un système d'exploitation. Alors, quel est le rôle de ce système d'exploitation? On a dit que là, si on n'avait pas ce système d'exploitation, si par exemple, moi, je veux accéder à un fichier sauvegardé sur mon disque, je serais obligé d'écrire un programme qui dit je dois aller à tel disque physique, je dois aller à tel secteur, je dois déplacer le bras du disque et ainsi de suite. Donc, je dois donner toutes ces commandes physiques qui vont me permettre d'aller sur mon disque ou sur mon flash disque et de récupérer cette information. Et je dois dire, c'est l'information qui commence à partir de ce bloc à ce bloc et ainsi de suite. Là, ça devient un peu compliqué. Pas un peu, mais c'est trop compliqué, surtout pour quelqu'un qui n'est pas du domaine. Et même s'il est du domaine, c'est pas pratique aussi. Et c'est pour ça que les gens ont créé le système d'exploitation. Et d'ailleurs, maintenant, si vous voulez créer un fichier ou même accéder à un fichier qui est déjà sauvegardé, vous allez sur votre interface graphique, vous double-cliquez sur ce fichier et là, le fichier, il est devant vous, qui est ouvert et auquel vous pouvez accéder. Et ça, c'est grâce au système d'exploitation. Et donc, sur ce hardware, ce qu'on a fait, on a créé cette couche de système d'exploitation. Donc là, on a créé notre OS, notre système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, il contient toutes les fonctions, toutes les procédures qui vont nous permettre de communiquer avec ce hardware. Donc là, on a les différents services. Et d'ailleurs, cette année, vous allez voir quelques-unes de ces fonctions d'un système d'exploitation et qui vont vous permettre de communiquer et de faire la gestion de cette machine. Maintenant, ça, c'est le système d'exploitation. Par exemple, on a Linux. Maintenant, le user, il est là. Notre utilisateur, il est là. C'est nous, on est en train d'utiliser cette machine. Maintenant, l'interaction avec cette machine, ben, généralement, si moi je veux communiquer avec la machine,
je peux le faire tel qu'on est en train de le faire aujourd'hui. Je le fais à travers des commandes. Donc, moi, je vais écrire un ensemble de commandes. Et ça, ces commandes, j'essaie juste de... que là, en termes de couches, on a le user qui utilise, qui va écrire sur ce terminal un ensemble de commandes. Maintenant, ces commandes, bien sûr, elles seront envoyées vers notre... Donc, elles vont interagir avec le système, elles seront exécutées par ce qu'on appelle un shell. Donc, ça, c'est le programme qui est responsable de traduire ces commandes et d'interagir dans ces shell vers un terminal qui va écrire un ensemble de commandes. Et ces commandes, bien sûr, elles seront... Quand moi je dis j'ai ouvert un terminal, ça veut dire j'ai lancé automatiquement derrière, il y a un programme shell. Donc ça c'est un programme, le shell c'est un programme. Et ce programme, il est en charge d'utiliser ces commandes et à travers la communication avec les procédures du système d'exploitation. Et bien sûr, ça sera bien sûr avec la machine. Si moi j'ai écrit une commande, par exemple, tout à l'heure pour faire du power off, là, cette commande, elle sera exécutée interprétée par le shell, donc elle sera traduite à un ensemble d'instructions vers la machine pour éteindre cette machine. Donc, voilà comment elle se fait l'interaction avec le système. Donc, en tête maintenant, quand on vous dit ouvrez un terminal sous Linux, là, ça veut dire que vous êtes en train d'ouvrir ou d'exécuter un programme qu'on appelle le shell. Et ce shell, il attend de l'utilisateur, il attend une commande. Cette commande, quand elle sera donnée, le shell, il va s'occuper de son exécution. Quand on avancera, surtout quand vous allez avancer dans votre cours, surtout sur le concept des processus et comment créer des processus sous Linux et tout, on va revenir avec plus de détails et je vais vous expliquer comment ça se fait, cette relation entre le concept de processus que vous allez voir et le fait que vous donnez une commande et que vous demandez au shell de l'exécuter. Pour aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est juste qu'un terminal, ça signifie derrière, il y a un shell qui est lancé et qui va exécuter vos commandes. Mais pour le manuel, je reviens sur le manuel. Donc, on a dit, vous avez cette commande man, vous avez le help. Le help, c'est juste une simple description. Par exemple, on vous le dit, exit de shell. Donc, ça vous permet de quitter le shell que vous venez d'ouvrir. Donc, là, je vais faire man, power off. Et là, vous voyez, donc ça, c'est un manuel d'une. Donc, pour le manuel, on a un ensemble de sections. Donc, un manuel, c'est juste, vous pouvez le voir, c'est comme un help. Ça veut dire que c'est vous expliquez, donc c'est un document qui explique à la personne qui veut utiliser ce programme comment l'utiliser. D'ailleurs, même le manuel de ces programmes. Et ce sera un manuel qui sera affiché de la même façon qu'on a ici. Alors, pour un manuel, quand vous l'ouvrez, de manière générale, vous allez trouver une section Name. Cette section, c'est dans laquelle vous trouvez les différents noms de la commande. Là, remarquez par exemple, quand nous, on a demandé le man power off, on a accès au manuel de halt. C'est considéré dans la même catégorie. Donc, halt, power off ou reboot, on vous dit, ça permet d'arrêter, là ça va arrêter brutalement, ça veut dire même le système s'il ne veut pas s'arrêter, la commande halt, elle va le faire, elle va l'arrêter, donc elle ne va pas attendre que le système s'arrête seul,
D'ailleurs, c'est comme si, vous pouvez voir ça, power off, c'est comme si on est en train de dire à la personne, s'il te plaît, arrête. Alors que quand on dit halt, non, on ne demande pas, donc on n'essaie pas d'être, on va dire, galant avec la personne, mais on l'oblige à s'arrêter. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Vous allez comprendre peut-être plus la différence sur ça quand vous allez avancer dans l'ETP, vous allez voir les interruptions. Et pour Linux, normalement, vous allez étudier ce concept des signaux et vous allez comprendre quand est-ce qu'on peut utiliser un signal qui oblige le système de s'arrêter. Le reboot, là, c'est pour dire redémarrer la machine. Voilà, donc d'habitude, vous le faites à partir de l'interface graphique, mais à partir de la ligne de commande, Linux, il suffit d'exécuter reboot. Donc, ça, c'est la section name. Donc, vous trouvez les différents noms des commandes, vraiment une brève description de même pas une phrase. Et ensuite, là, vous avez cette section synopsis. Alors, la section synopsis, là, on vous donne la syntaxe. Comment la commande elle sera utilisée. Et remarquez, vous avez par exemple ici, on a le nom de la commande. Maintenant, si on a certains arguments, puisqu'on a une commande, on a ce qu'on appelle certains arguments peuvent être obligatoires, ça veut dire qu'il faut les mettre. Quand on affichera le manuel de d'autres commandes en avançant dans la série de TP, vous allez comprendre plus. Là, dans le cas de halt, on ne les a pas. Donc, et ce que vous trouvez entre crochets ici, là, ça veut dire ça, ce sont optionnels. Ça veut dire que si on va les mettre ou si on ne va pas les mettre, la commande, elle peut s'exécuter. Moi, par exemple, quand je lis le synopsis ici de commande power off, ce que je peux comprendre de cette ligne, que moi, je peux exécuter la commande power off sans donner aucun argument. Donc, je n'ai pas besoin de donner, puisque le reste, ici, il est optionnel. Maintenant, juste après, vous allez voir cette section description. Donc là, la description, vous pouvez voir une description un peu plus détaillée sur le rôle de cette commande, les valeurs qu'elle peut renvoyer et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la description. Maintenant, pour les options, remarquez, là, on vous donne la liste des options. Et pour chacune de ces options, on vous explique quel est le rôle de cette option. Et remarquez ici, par exemple, on vous dit, vous avez moins help. Et d'ailleurs, on peut le tester. Par exemple, si je veux afficher, donc on a vu, on peut afficher le manuel avec man, on peut l'afficher avec help et ensuite le nom de la commande, mais on peut aussi faire help comme option à la commande. Et là, vous pouvez avoir juste une description. Si vous n'avez pas besoin d'aller en détail dans le manuel, vous voulez juste connaître quelles sont les options, quel est le rôle de chacune de ces options, vous pouvez afficher ça juste avec help comme option à la commande. Remarquez, là, on vous dit, si vous rajoutez halt, ça veut dire vous simulez la commande halt. C'est comme si vous êtes en train d'exécuter halt. Si vous faites l'option -p, ça veut dire que là, vous demandez l'arrêt de la machine ou un reboot avec reboot, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les différentes options que vous avez. Je reviens au manuel. Donc, après les options, là, par exemple, vous trouvez le exit status. Alors, l'état, quand la commande, puisque là, généralement, la commande, à la fin, c'est quoi? C'est un programme qui s'exécute. Donc, il va s'exécuter et à la fin de son exécution, il va retourner une valeur. Donc, en cas de succès, on vous dit que cette commande, elle va retourner 0. Et en cas d'échec, elle va retourner une valeur qui est différente de 0. Donc là,
Ça, c'est intéressant des fois puisqu'on a besoin de savoir est-ce que la commande qu'on a exécutée, elle s'est terminée avec succès ou non. Et donc, il suffit d'avoir la valeur de ce code de retour. Il y a d'autres notes, là, généralement, s'il y a d'autres informations. Par exemple, on vous dit, vous pouvez accéder à ces commandes ou un traitement équivalent de ces commandes, par exemple avec système CTL, parce que généralement, c'est ce qu'on utilise maintenant le plus. C'est-à-dire que cette commande, on peut l'utiliser à travers la commande système CTL, qui est généralement une commande destinée à l'interaction ou à l'administration d'un système Linux. Et là, vous trouvez généralement à la fin ceci also, c'est-à-dire on vous dit, si vous voulez plus de détails, par exemple, allez aussi voir les manuels de ces commandes. Donc, voilà. Des fois aussi, pour certains manuels, pour certaines commandes, vous allez trouver même une section exemple dans laquelle on vous donne des exemples comment utiliser ces commandes. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est principalement que signifie un manuel d'une commande. Ce n'est pas le code de la commande, mais c'est plutôt comment on va utiliser, on vous donne une description de comment on va utiliser la commande. Des questions? Alors, maintenant, on vous dit utiliser ou exécuter la commande pwd. Et dites-moi quelle est, bien sûr, pour sortir du manuel, on a dit c'est avec Q, quitter. Et là, on vous demande d'exécuter pwd et d'essayer de déduire quel est le rôle de cette commande. Et si vous n'arrivez pas à déduire le rôle juste avec l'exécution, accédez au manuel et dites-moi qu'est-ce qu'elle fait cette commande, ou qu'est-ce qu'elle nous affiche cette commande comme résultat quand on l'exécute. Madame, elle affiche le répertoire là où on se trouve. Ouais. Très bien. Donc, cette commande, elle permet d'afficher le répertoire dans lequel vous retrouvez. Et d'ailleurs, sous Linux, on dit ce qu'on appelle, tout est organisé sous forme de fichiers. Ça veut dire que tout est considéré comme fichier. Que ce soit les fichiers que vous connaissez, tels que vous avez l'habitude, par exemple, de créer sous Windows un fichier dans lequel vous mettez des données, ou par exemple une image ou une vidéo, ou même un répertoire. Donc, ça, c'est nous ce qu'on appelle des fichiers répertoires. Mais en plus de ça, Linux, par exemple, votre écran, votre clavier, l'imprimante, le processeur, tout autre composant physique qui se trouve sur votre machine, il est considéré aussi comme un fichier. Et donc, on a Linux, il repose sur ce concept qui est très important et très intéressant, que tout est considéré comme fichier. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que là, si je considère toutes les entités comme fichiers, ça veut dire que je peux écrire les mêmes procédures pour manipuler ces composants, qu'ils soient réellement le fichier logique tel qu'une image ou autre, que ce soit une imprimante. Donc, je peux utiliser les mêmes commandes pour dire open, write, read et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'avantage du fait qu'on considère le tout comme fichier. Et ça, c'est une caractéristique. On dit généralement, quand on vous dit quels sont les avantages ou les caractéristiques importantes de Linux, parmi ces caractéristiques, c'est le fait que tout est considéré comme fichier. Et donc, pour Linux, on a ce qu'on appelle le système de fichiers. Il est organisé en arborescence. Donc, l'arborescence, elle commence à partir du répertoire. Donc, l'arborescence du système de fichiers, elle commence à partir du répertoire flash. Et au-dessous de ce répertoire, là, bien sûr, on a un ensemble de
de sous-répertoires et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on aura normalement, c'est la deuxième série de TP. Là, vous allez voir en détail comment on manipule avec les commandes, comment vous allez manipuler cette arborescence de système de fichiers. Mais ce qu'il faut retenir que la racine, donc on a une arborescence avec la racine qui est le répertoire slash. Là, remarquez peut-être que l'affichage, bien sûr, sur vos machines, il va différer du mien. Là, dans mon cas, quand moi j'ai exécuté PWD, il m'a affiché slash root. Donc, je me trouve dans le répertoire. Comment je vais interpréter ça? Ça veut dire que maintenant, je me retrouve dans le répertoire root qui se trouve dans le dossier ou le répertoire racine qui est le slash. Sur vos machines et surtout pour ceux qui utilisent Ubuntu, je suis sûr que vous allez avoir quelque chose du genre slash home, slash ensuite votre nom, par exemple étudiant. Ça, oui. C'est le nom que vous avez donné. Voilà. Donc, vous allez trouver quelque chose de ce genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où vous avez connecté à votre machine, vous êtes retrouvé maintenant, puisqu'automatiquement, on va vous mettre dans ce qu'on appelle ce répertoire dans lequel vous allez vous retrouver quand vous connectez, vous ouvrez votre session la première fois, on l'appelle le Home Directory. Donc, c'est le répertoire, ça s'appelle Home Directory. Donc, c'est le répertoire dans lequel on va automatiquement se retrouver quand on ouvre notre session. Et généralement, c'est un répertoire, par exemple, sous Ubuntu, c'est un répertoire qui porte le nom de l'utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté. Et ce répertoire, il se trouve dans le répertoire Home, et le répertoire Home, il se trouve dans le répertoire racine qui est le slash. Voilà. Et d'ailleurs, pour confirmer, quand on affiche, pour confirmer le rôle de la commande, quand on affiche man pwd, là, remarquez, on vous dit print the name of current or working directory. D'ailleurs, ça c'est en quelque sorte c'est l'abréviation de dire print working directory. Donc, ça vous permet d'afficher dans lequel vous vous retrouvez à un instant donné. Bien sûr, initialement, quand vous vous connectez pour la première fois, vous allez vous retrouver dans le répertoire Home Directory. Voilà, donc là, c'est le rôle commande de cette commande PWD. Donc là, on a appris au moins déjà pour le premier exercice, on a appris comment on ouvre un minal, que ce minal derrière, en réalité, c'est un programme shell qui s'exécute et que c'est celui qui s'occupe de cette interaction avec le système d'exploitation pour exécuter nos commandes. On a aussi appris le rôle de la commande exit qui permet de fermer ce terminal et ce shell. La commande power up qui permet d'arrêter la man. J'ai appris le rôle de la commande man et même d'autres commandes qui est le help qui vous permettent, ça c'est parmi les commandes qui vous permettent d'afficher le manuel d'utilisation de commande donnée et aussi la commande pwd qui vous permet de retrouver dans quel répertoire vous êtes localisé à un instant donné. Voilà, donc ça c'est pour le premier exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame, c'est clair. Bien. Et maintenant, moi, ce que je vous conseille, ça c'est pour toutes les commandes que maintenant nous allons voir, essayez maintenant, vu que maintenant vous savez comment accéder au manuel, là, essayez par la suite de prendre le manuel, de lire, de voir les différentes options, de les tester vous-même et ça va vous permettre d'avoir plus de détails pour l'utilisation d'une commande donnée. Très bien, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exo 2. Donc il nous reste 2-3 minutes, on peut commencer. Et là aussi, de même, c'est un autre ensemble de commandes de base de Linux. Et la première qu'on vous demande d'exécuter, c'est la commande echo et ensuite un message. Donc, exécutez la commande et essayez de déduire
le rôle de cette commande, que ce soit à partir du résultat affiché ou sinon, bien sûr, apprenez à utiliser votre manuel. Alors, exécuter, écho, bonjour tout le monde. Alors, qu'elle fait cette commande? Afficher la chaîne de caractères. Oui, elle affiche, elle fait. D'ailleurs, ça vient le nom de la commande elle-même, il vous donne une idée sur son rôle. C'est écho. C'est comme si quand vous retrouvez dans un endroit, vous essayez de, par exemple, là, surtout quand il y a l'écho de votre voix, vous parlez à haute voix ou à hurler, et ensuite vous entendez l'écho de votre voix. Donc, c'est au même principe. Là, c'est de l'écho, ça veut dire tout ce que vous allez lui donner comme chaîne de caractères, cette commande, elle va juste le réafficher. Donc, c'est ça le rôle de la commande écho. Et donc, ici, c'est ce qu'on a fait. Alors, le deuxième, maintenant, on vous dit exécuter cette commande, i égale 18. Et là, faites attention, il n'y a pas d'espace ni avant le égal, ni après égal. Ça veut dire ne laissez aucun espace. Et je vais vous expliquer après. Et cela, c'est important. Ça fait partie de la syntaxe du langage Shell. On a dit tout à l'heure, quand on dit on a ouvert un terminal, ça veut dire on a ouvert un shell. Un shell, c'est un langage, à vrai dire. On a une syntaxe bien précise. Et par exemple, pour le bash, qui est ici par défaut, là, il faut ne laisser pas d'espace ni avant le égal, ni après. Autrement, vous allez voir, on va le tester après, vous allez voir la différence. Donc là, on a fait i égale 18. Peut-être que pour le moment, le rôle de cette commande, ce que je vous demande, allez à la commande suivante et exécutez la commande. Et vous allez déduire que fait ici quand on a dit i égale 18. Donc là, je vais faire écho la valeur de i est $i. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Le écho, on a compris. Ça permet d'afficher ce qu'on va lui donner comme chaîne de caractères. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici, dans ce deuxième cas? Nous voilà ce qu'on a donné. Mais remarquez ce qu'on a eu comme affichage. Qu'est-ce que vous pouvez déduire ici? Donc le dollar signifie la valeur d'un variable. Voilà, très bien. Donc ça, quand vous précédez une chaîne, c'est-à-dire que là, c'est le nom de la variable. Remarquez ici, ce qu'on a fait ici, c'est juste, on a déclaré une variable qu'on a appelée i et à laquelle on a attribué la valeur 18. Ensuite, quand on a fait écho la valeur de i, là, le fait qu'il n'y a pas de dollar avant, pour écho, ça, c'est juste le caractère i. Quand la commande écho trouve un dollar avant une variable, une chaîne donnée qui va représenter pour elle le nom d'une variable, elle va essayer de chercher cette variable et elle va afficher sa variable. Et on va essayer de faire ça. I, c'est un espace. Et d'ailleurs, remarquez, le fait que moi j'ai laissé espace ici, là, ça veut dire qu'il a considéré que comme si ça c'est une commande, ça c'est une deuxième. Et il me dit que la commande 18 n'existe pas. On va essayer ça. La commande i
n'existe pas. Donc, remarquez, ça c'est important en termes de syntaxe. Donc, dans le cas, c'est pas comme dans le cas, par exemple, de C, par exemple pour le langage C, que vous mettiez, vous laissez des espaces ou non avant les opérateurs, ça pose pas de problème. Maintenant, pour le cas de shell, les espaces comptent dans le fait de dire est-ce que la commande elle sera correcte ou non, elle sera interprétée correctement ou non par le shell. C'est une dernière commande, la commande date. Est-ce qu'elle permet de faire cette commande? Afficher la date d'aujourd'hui. Alors, on va faire afficher le manuel, man date. Et de même, donc là, on vous donne la syntaxe. D'ailleurs, ça veut dire que si vous voulez plus d'options sur le format de la date et ainsi de suite, voilà. On vous dit, par exemple, comment l'affichage sera fait. Ça veut dire le format. Par exemple, ici, vous pouvez dire en mois, month, date, hour, minutes, ainsi de suite. Et donc, ça, nous, on l'a exécuté avec le format le plus basique. Mais moi, ce que je vous recommande de faire maintenant, que maintenant vous connaissez cette commande, si vous personnalisez l'affichage avec date, vous voulez qu'on vous affiche la date avec un format précis, allez ici dans le manuel et essayez de voir quelles sont les options qui vont vous permettre de faire ça et vous n'avez pas les tester. Très bien, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui et on continuera la séance prochaine s'il n'y a pas de questions. Madame, quand on écrit man en une commande, comment sortir de... Oui, alors j'ai dit, regarde, essaye d'écrire man, je donne par exemple man date. Et là, remarquez, en bas, d'ailleurs c'est déjà écrit, en bas vous dites qu'il est exécuté Q. Ça veut dire qu'il suffit de cliquer sur la touche Q. Donc quand je fais Q, il va sortir. D'accord. Madame? Autre question? Madame? Oui? S'il vous plaît, par rapport au TP, est-ce qu'ils vont commencer à partir de la semaine prochaine? Pardon? Par rapport au TP, est-ce qu'ils vont commencer à partir de la semaine prochaine, en présentiel? Non, ça ne sera pas pour la semaine prochaine, mais je vous le dirai quand quand on commencera en présentiel. D'accord, merci. Donc, pour le moment, ça sera en ligne, mais après, je vous le dirai quand ça sera possible en présentiel. D'accord. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je dis donc merci pour votre et on se verra la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous aurez des questions ou même des difficultés peut-être en installation et autres, n'hésitez pas de me contacter, mais surtout peut-être que ça sera plus